Si je vous demandais à quoi vous pensez en voyant ça? Alors oui, vous me direz, Versailles, c'est Louis XIV, c'est la monarchie, c'est la cour du roi, mais pas que. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ici même qu'est née la République en 1789 et ce lien a perduré jusqu'à aujourd'hui. La République à Versailles, c'est parti. Alors oui, en effet, on n'est pas exactement au château de Versailles, mais on est à quelques centaines de mètres et vous allez très vite comprendre pourquoi. Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux experts. Frédéric Lacaille, vous êtes conservateur général au château de Versailles, et Ivan, alias Instant Archive, professeur d'histoire et créateur de contenu. Merci à vous deux d'être là pour parler d'un sujet qui est étonnant parce qu'on n'associe pas naturellement Versailles et la République. C'est vrai qu'à l'école, on associe toujours Versailles beaucoup au roi de France, à la monarchie absolue, mais on oublie ou on ignore que c'est à Versailles qu'est quand même née la Troisième République et que c'est Paris, au contraire, qui a défait les monarchies. Frédéric, on va vous suivre, on va pénétrer dans cette salle et vous allez nous expliquer où est-ce qu'on est exactement. Alors nous sommes dans la salle du jeu de paume, c'est-à-dire près du château de Versailles, mais un peu en contrebas, dans le quartier Saint-Louis, dans une salle qui était une salle de jeu, une salle de sport, destinée à ce jeu de paume qui est un ancêtre du tennis. Et c'est dans cette salle qu'a été prêté le fameux serment, le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789, par les députés du tiers-État principalement, auxquels s'étaient ralliés quelques députés du clergé de la noblesse qui étaient là à Versailles pour la réunion des États généraux. Ils étaient plusieurs centaines, donc il faut imaginer une espèce de cohue absolument incroyable. Et c'est là qu'ils se sont réunis, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'agitation, et finalement ils ont prêté ici le serment de ne se séparer que quand ils auraient donné une constitution à la France. Vraiment, ce qui naît ici dans la salle du jeu de paume, c'est la nation française. Parce qu'il y a vraiment la volonté de vivre ensemble. C'est plus les ordres chacun de leur côté. On le voit ici, il y a le tiers-État tous ensemble derrière, mais on a aussi la noblesse au clergé dans la même salle que le tiers-État qui veulent vivre ensemble, aller de l'avant ensemble vers un nouveau régime politique. Une monarchie constitutionnelle, absolument pas une république, il n'en est pas question. Quand vous disiez que les députés s'engouffrent ici, on peut imaginer que c'est un peu le tumulte ici. Comment se mettre un peu dans l'ambiance à ce moment-là? Il faut imaginer une foule très nombreuse et effectivement, là on est dans une salle qui est très vide et en fait pour incarner l'événement, on a fait faire à la fin du 19e siècle, sous la Troisième République, au moment où on a fait une grosse restauration de cette salle, on a fait faire cette grande peinture qui reproduit ce qu'aurait dû être le grand tableau de David. La peinture que David avait imaginé de faire de l'événement était une peinture déjà rétrospective, puisqu'il a commencé son projet pour ce tableau l'année d'après, en 1790, à un moment où la Révolution était en marche, vraiment. Et la Révolution va se radicaliser, ce qui fait qu'à un moment donné, David va perdre le pied, c'est-à-dire que finalement, son sujet ne sera plus un sujet qui plaira aux assemblées qui vont suivre. Et puis beaucoup des personnages qui sont représentés par David en juin 89 sont en fait passés à la trappe. Certains sont morts, certains sont exilés, certains vont passer bientôt sous la guillotine. Enfin, il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas bien vus. Alors, David, au moment où il envisageait de faire son tableau, avait demandé à tous les prestataires du serment, par voie de presse, de venir se faire tirer le portrait chez lui. Et puis quelques années après, le temps avançant, il a dit non, de toute façon c'est une représentation symbolique, toute ressemblance avec des personnes réelles est tout à fait fortuite. Qui sont les personnages en fait un peu phares de ce moment-là, du serment du jeu de paume? Et ce qu'on montre avec les élèves, c'est vraiment les trois personnages devant qui représentent pas seulement le tiers-État qu'on voit derrière, mais on voit également peut-être une personne de la noblesse au premier plan, du fait de sa tenue qui est un peu plus étoffée, et évidemment le clergé avec les deux personnes ecclésiastiques sur le côté gauche. Et ce sont les noms de ces députés qui ont été peints ici sur les murs tout autour de la salle. Et en effet, on voit qu'il y en a certains, c'est écrit clergé à côté, et d'autres, on imagine des noms de personnes plus nobles. Et donc c'est des personnes qui étaient peut-être un peu en avance sur leur temps. Oui, c'était des gens plus jeunes, de génération plus jeune, qui étaient acquis aux idées nouvelles, ce qui n'était pas forcément le cas des anciens, c'était le cas notamment dans la noblesse et effectivement dans le clergé. Il y avait des gens assez ouverts à ces idées, qui parfois ont changé de point de vue par la suite, mais en tout cas, c'est un moment, disons, c'est un moment heureux en fait du début de l'idée de la Révolution,
où effectivement beaucoup de gens veulent le changement. Et ce qui déçoit beaucoup, c'est qu'au moment de la réunion des États généraux, qui a été précédée par la rédaction des cahiers de doléances par exemple, on attend beaucoup en fait de ces États généraux. Or le roi dans son grand discours et Necker, son Premier ministre, parle essentiellement de finances, on a besoin d'argent, mais personne ne parle vraiment de réformes plus de fond. Et en fait, les députés du tiers-État en particulier attendaient des réformes sociales plus importantes et ils seront très déçus. Et c'est comme ça que la révolution va démarrer dans le cadre de ces États généraux du mois de mai 1789. Changement de décor complet, là cette fois-ci on est à l'intérieur du château de Versailles, dans l'aile nord. Alors Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où est-ce qu'on est ici, puisque je pense que c'est un lieu qui est moins connu du public. Voilà, alors on est dans la salle de l'Opéra Royal, qui est construite au bout de l'aile nord du château. Et c'est une salle qui a été construite assez tard, qui a été construite à la fin du règne de Louis XV, en vue des fêtes du mariage de son petit-fils, le futur Louis XVI, avec l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette. Et du coup, c'est quoi le lien entre l'Opéra Royal et la Troisième République? L'Opéra Royal, c'est une grande salle qui est disponible. Et quand au début de la Troisième République, en fait, on hésite entre l'installation des assemblées du gouvernement pendant la Commune qui a éclaté à Paris, on hésite entre Fontainebleau, qui est le choix d'Adolphe Thiers, qui est à ce moment-là le chef de l'exécutif, et finalement les gens qui sont autour de lui, l'architecte en fait de l'Assemblée, Edmond Joly, suggère de s'installer plutôt à Versailles qu'à Fontainebleau. Est-ce que concrètement, comment on en arrive à ce moment où l'Assemblée se retrouve ici à Versailles? Il faut remonter un petit peu à la fin du Second Empire. Il s'achève le 2 septembre 70 lorsque Napoléon III capitule à Sedan face à la Prusse. Et donc à ce moment-là, 2 jours après, donc la nouvelle arrive à Paris, etc., il y a un gouvernement provisoire qui se forme et qui va proclamer la Troisième République le 4 septembre 1870. Il va y avoir des élections législatives qui vont être faites à Bordeaux, où Thiers va être nommé chef du gouvernement exécutif. Et ensuite, ils vont vouloir rentrer à Paris, mais il y a la Commune qui s'est déclarée et donc ils vont venir s'installer ici provisoirement. Comment est-ce qu'on peut imaginer que dans une assemblée autant aux mains des monarchistes, on se retrouve avec une république qui en sort quelques années plus tard? La France, les électeurs sont très conservateurs, donc même si on sort de l'Empire, il va y avoir beaucoup de bonapartistes. Et ensuite, dans les monarchistes, il va y avoir 2 clans. Le clan des orléanistes et le clan des légitimistes. Donc il y a des candidats, et notamment un candidat légitimiste qui est le potentiel Henri V, le comte de Chambord. Et donc il attend. Il attend qu'on l'appelle. Il ne faut pas oublier que sa marraine et sa tante étaient la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et donc elle lui a un petit peu appris la détestation de toute la Révolution et notamment du drapeau tricolore. Et donc lui, il dit qu'il accepte le trône à une condition, qu'il remette le drapeau blanc de la monarchie de l'Ancien Régime. Et ça, c'est pas trop accepté par le reste des députés monarchistes. Donc on essaye de lui faire changer d'avis. Il y a même dans certains députés monarchistes qui disent si Dieu ne peut pas lui ouvrir les yeux, qu'il ferme les yeux. C'est-à-dire qu'on attend sa mort à ce comte de Chambord. Et donc on peut dire que la monarchie, le retour de la monarchie s'est joué à une histoire de drapeau? On peut penser qu'il s'est joué à pas grand-chose. Parce qu'effectivement, l'idée de la République, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, puisque chaque fois en France qu'on renverse un régime monarchique, ça avait été le cas au moment de la chute de Napoléon, à la chute de Charles X, à la chute de Louis-Philippe. Il y a toujours un moment où on crée une espèce de république provisoire d'attente, parce que pour une grande partie de l'opinion, la République, c'est la Révolution avec toutes ses horreurs. Et on ne veut pas revivre ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont connu la Révolution, qui en ont souffert dans leur chair ou leurs parents. Et donc la République fait peur. Et en fait, effectivement, Thiers est acquis finalement petit à petit à l'idée de la République. Et il laisse les choses se faire. Et finalement, la République va se mettre en place et elle va s'ancrer d'elle-même. Avec le temps, au fil des élections, on va voir l'idée monarchiste reculer. Et concrètement, en 1875, on vote les lois constitutionnelles qui créent la Troisième République. Comment ça se passe? Tout à l'heure, vous parliez de l'amendement Vallon. Qu'est-ce qui est créé en fait à ce moment-là? Donc Vallon, c'était un député monarchiste
qui s'est fait un peu prendre à son propre jeu, c'est-à-dire que dans l'amendement qu'il dépose dans la Constitution, il dit que le président de la République est élu à la majorité absolue par le Sénat et la Chambre des députés. Et en fait, dans l'amendement, il y a le terme de République qui apparaît, alors qu'auparavant, c'était le président est élu par les deux assemblées. Le président de quoi, on ne sait pas exactement. Donc là, c'est le fait que le terme de République apparaisse dans l'amendement qui fait que vraiment la République commence bel et bien en 75 et pas... Donc finalement, par la petite porte, c'est par un mot inscrit dans un amendement aux lois qui va faire que... Et il espérait justement le fait qu'il fasse, c'était un député monarchiste, de faire apparaître le terme de République dans l'amendement, ça effraie un petit peu les députés. Et donc l'amendement a été adopté à une voix près, et il a été prêt à son propre jeu. Oui, c'est un peu ce qu'on dit, ça a été un peu plus complexe que ça, mais ça fait plaisir de se dire qu'elle est arrivée là par hasard, qu'il n'y a pas eu de coup de force en fait, que vraiment c'est une concordance de facteurs qui a fait que finalement elle s'est installée en douceur, on peut le dire, et c'est sans doute la raison pour laquelle elle a duré, parce qu'au fond il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de... Tout ce qu'on craignait en fait n'est pas arrivé, et finalement elle a pu comme ça s'installer tranquillement. Alors là, on entre dans une salle qui est encore plus imposante que l'Opéra Royal, et pour nous, à LCP, qui sommes habitués à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, je trouve que ça y ressemble beaucoup quand même. Oui, c'est une salle qui est très comparable, si ce n'est qu'elle est plus grande, puisqu'elle a été construite pour recevoir les deux chambres réunies en Assemblée nationale, Parlement, Congrès aujourd'hui. Donc c'est une très grande salle qui a été construite par Edmond Joly, l'architecte de l'Assemblée, qui était le fils de Joly, qui avait construit et aménagé la salle du Palais Bourbon. Donc on retrouve un peu le même principe, mais on est moins en hémicycle peut-être que dans la salle du Palais Bourbon. Le grand décor a été composé dans un esprit très versaillais, comme on le voit, avec des colonnes, toutes des références en fait au grand appartement du château, à la chapelle royale de Versailles. Et une des références qui vont jusqu'à ce clin d'œil versaillais qui est ce soleil royal que l'on voit aux angles du premier balcon, qui est un symbole complètement Louis XIVien, qui est un peu surprenant dans la première salle d'assemblée construite spécifiquement par la Troisième République en fait. Et du coup, sous la Troisième République, concrètement, à quoi ça servait cet hémicycle-là ? Elle va servir de salle régulièrement pour les réunions de la Chambre des députés jusqu'à l'été 79, quand les assemblées repartent pour Paris. Quand la loi décide, il y a une nouvelle loi qui est décidée effectivement pour le retour à Paris. Et alors elle peut servir effectivement au moment des élections de président de la République. On a besoin de réunir les deux assemblées ensemble. Et puis sur les côtés, il y a des tribunes, là, à la partie supérieure, qui sont destinées plutôt pour le public. Le public qui vient peut-être lors de certaines séances de la Chambre des députés, mais qui vient surtout au moment des élections présidentielles, parce que l'élection des présidents de la République à Versailles, c'est un événement social, mondain, et le tout Paris, en fait, se précipite pour venir assister à ça. Et tout ça se fait, alors on a l'impression que ça a un côté comme ça très majestueux, et en fait, il y a des hurlements, des applaudissements, des gens qui se font invectiver, critiquer, enfin... Puis on imagine que tous ces parlementaires du 19e avaient des voix de stentor, parce qu'il fallait arriver à se faire entendre dans ces salles d'assemblée, avec parfois des accents régionaux très marqués. Donc ça devait être des discussions très sonores, très musclées, et c'est une vie politique très agitée. Et donc c'est un vrai spectacle. Donc tout Paris se précipite à Versailles au moment de l'élection pour assister à cet événement incroyable qu'est l'élection du président. Du coup, Ivan, c'est qui le premier président à avoir été élu ici dans cet hémicycle? C'est Jules Grévy, donc en 1879. Il succède à MacMahon, qui lui était encore un président mais qui était monarchiste et qui voulait garder la place pour un potentiel héritier monarchiste. Donc le vrai premier président républicain élu ici, c'est Jules Grévy, et c'est le troisième président de la Troisième République. Et c'est lui qui va décider ensuite de refaire déménager les assemblées? Oui, c'est lui qui est vraiment un pur républicain, qui est à gauche, etc. Et donc il va désigner un chef du gouvernement qui va être lui aussi à gauche. Et donc ils vont faire passer une loi pour rapatrier les deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, à Paris, parce que au niveau du symbole et de la communication politique déjà à l'époque, une république qui est à Versailles, siège de la monarchie, ça fait tâche.
Et concrètement, aujourd'hui, il sert à quel moment cet hémicycle encore? Alors la salle du Congrès, elle sert pour les réunions donc, du Congrès, donc toujours les deux assemblées, au moment, par exemple, lorsqu'il y a une modification de la Constitution, donc ça a été le cas pour la dernière fois au mois de mars 2024 pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il y a aussi des débats à l'occasion de l'entrée d'un nouveau pays dans la communauté européenne, par exemple. Et puis depuis 2008, les présidents de la République peuvent s'adresser aux deux assemblées, mais il fallait une loi pour le faire. Et donc voilà, il y a une allocution possible des présidents dans cette salle du Congrès. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Ivan pour la découverte de ces lieux qui ont posé les premières pierres de la République. Ivan, du coup on te retrouve sur ta chaîne Instant Archive, Instagram, TikTok, YouTube. Frédéric, on vous retrouve au château. Il y a encore c'est encore possible de venir visiter ces salles-là? Oui, tout à fait. Les espaces de l'Assemblée sont ouverts jusqu'à la fin de l'année, en visite libre en week-end et en visite accompagnée en semaine. On peut découvrir la salle du Congrès, l'appartement du président de l'Assemblée, enfin voilà, ces espaces qui parlent de la République à Versailles. Eh bien, l'invitation est lancée. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir suivi ce format. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de LCP et sur le canal 8 de la TNT. Merci à tous. Ciao tout le monde.